Les hommes aussi peuvent être enceints. Cette petite phrase en tête d'une affiche représentant un couple au sein duquel un homme transgenre attend un enfant fait l'objet d'une vive polémique depuis le vendredi 19 août dernier, conçu pour le planning familial par le dessinateur Laurier de Fox. Le problème, la structure est financée par les contribuables et agréée par l'Éducation nationale pour intervenir auprès des plus jeunes. Ainsi, des voix s'élèvent pour dénoncer cette nouvelle idéologie, disent-elles, et parmi elles, notre invité ce matin, le psychanalyste et écrivain Jean-Pierre Winter. Il est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Vous êtes également ancien enseignant de psychopathologie de l'enfant à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Alors ce sera difficile de faire un point complet de votre portrait puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez fait beaucoup de choses, mais vous êtes en tout cas très au fait des questions de transidentité, de genre, et vous avez récemment publié un article dans Causeur intitulé Le divan dévoyé. Alors une première question, d'abord brièvement, quelle a été votre première impression en voyant cette affiche du planning familial avec ce qui semble être donc une femme à barbe blanche et un homme enceinte. On ne sait plus vraiment comment le dire. Selon la terminologie de cette affiche, on dit enceint, ce qui pose plusieurs problèmes, et notamment un problème, disons, à minima biologique, parce que c'est évidemment un homme qui est une femme, en fait, qui est enceinte, et pas un homme enceint. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une femme qui a, selon le vocabulaire utilisé, transitionné, qui est devenue un homme, mais qui a gardé ses organes génitaux de femme et qui accouche et est enceinte en tant que femme et pas en tant qu'homme. Même si la revendication, par la suite, pourra être de revendiquer d'être le père de l'enfant qui est né d'une femme qui a transitionné. Vous voyez un peu la complication. Donc, ma première réaction, c'est de me dire que votre question d'ailleurs en porte témoignage. C'est la langue elle-même qui est atteinte. On ne sait plus comment parler. On ne sait plus quel mot utiliser. On est perdu. Les lapsus s'enchaînent les uns après les autres, tout simplement parce que ce qui est affecté au premier chef, c'est la langue, c'est notre pouvoir de communiquer les uns avec les autres, avec un minimum de vocabulaire sur lequel on peut se mettre d'accord de façon conventionnelle, mais en tout cas partagée. Alors, on l'a vu dernièrement, c'est un peu un mouvement global. On parle de personnes à vulve ou de personnes à utérus pour qualifier les femmes, pour éviter de dire le mot femme. On parle de personnes sexisées également pour ne pas dire femme. Être une femme, finalement, c'est plus une notion biologique, ce qui semble être une notion biologique dans la société, mais une projection mentale. Et Jean Jaurès disait justement, quand les hommes ne peuvent pas changer les choses, ils changent les mots. C'est ce qui se passe actuellement pour vous ? Jean Jaurès voyait loin et bien, pas sur tout, mais en tout cas sur ces questions-là. Et effectivement, ce qui est le plus frappant, c'est, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, la manipulation du langage dont George Orwell a montré qu'elle précédait ou qu'en tout cas elle était concomitante des totalitarismes. Par exemple, dans 1984, où il montre bien que tout totalitarisme idéologique s'impose par un changement du vocabulaire. De nombreuses études, d'ailleurs, ont montré que la montée du nazisme, par exemple, à partir des années 30 en Allemagne, avait été précédée par l'imposition d'un nouveau vocabulaire dont le mot, d'ailleurs, simplement national-socialisme, par exemple, est un témoignage. Donc, il est très important d'être attentif et de refuser ce vocabulaire qui nous est imposé. Tout à l'heure, vous disiez, on nous parle de hommes enceints, etc. C'est pas on, c'est un groupe de militants très activistes et qui notamment a table ouverte au planning familial, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un organisme financé par nos impôts et sur lequel nous aurions éventuellement notre mot à dire pour savoir quelle idéologie peut ou pas y être diffusée. Alors vous écrivez dans le récent article de Causeur, Freud et Lacan enseignaient chacun à leur façon qu'on s'en au risque de soi-même pour se dire homme ou femme, mais c'était du point de vue psychique et relationnel et non du point de vue physique. Mais c'est déjà quand même un début à quelque chose. Non, ça part d'une constatation qui d'ailleurs est vieille comme le monde, ou en tout cas aussi ancienne que le Zohar. Nous sommes
à la fois hommes et femmes, plus ou moins hommes, plus ou moins femmes, mais psychiquement. C'est-à-dire qu'il y a en nous une part de masculinité quand on est une femme et une part de féminité quand on est un homme, mais c'est d'un point de vue psychique. C'est pas d'un point de vue physique. Et quand on passe du point de vue psychique, du point de vue de la bisexualité psychique, qui est d'ailleurs simplement une hypothèse. Quand on passe de cela à la bisexualité anatomique, on fait un pas, on brûle les étapes et on se retrouve dans la situation de confondre la bisexualité psychique qui est liée au rapport entre les êtres avec la bisexualité anatomique qui serait un problème d'identité, problème qui existe d'ailleurs pour un certain nombre d'hermaphrodites nés comme cela, ils sont ultra minoritaires, nés avec une composition physiologique et physique indéterminée et qu'il faudra éventuellement déterminer, mais ça ne concerne que très peu de cas à la naissance. Le reste, c'est simplement l'application, encore une fois, d'une idéologie qui entend substituer à la bisexualité psychique une bisexualité anatomique. Alors on ne peut pas nier aussi la souffrance des personnes transgenres, n'est-ce pas aussi une volonté d'inclusion du planning familial pour ces personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent mal dans leur corps, soit d'hommes, soit de femmes d'ailleurs, qui disent être nés d'ailleurs dans le mauvais corps, c'est ce qu'on peut entendre souvent de la part de ces personnes. Vous qui êtes psychanalyste, justement, quelle réponse peut-on apporter à ces individus qui veulent profondément changer de sexe ? Ben, ils veulent profondément changer de sexe, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Euh, le fait est qu'ils souffrent. La question est de savoir de quoi ils souffrent. Alors, effectivement, ils concentrent leur souffrance sur l'idée qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Ils sont pas nés dans le bon corps. Le corps qui est le leur n'est pas celui qui correspond à leur comment dire, à leur sentiment d'être. Ils ont le sentiment d'être un homme alors qu'ils sont nés femmes. Mais ça, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Ça n'a rien de nouveau. Le problème, c'est pas de nier la souffrance, c'est d'essayer, au-delà du symptôme ou de la souffrance qui est énoncée, de prendre le temps d'essayer d'entendre s'il ne s'agit pas d'une tentative de résoudre une souffrance par une décision ultra rapide, en disant c'est de ça qu'il s'agit et par exemple je vais me faire opérer ou je vais transitionner, plutôt que d'essayer de chercher les causes profondes du malaise. Et quelquefois, justement, en tant que psychanalyste, si on prend le temps, et prendre le temps, ça veut dire éventuellement prendre des mois et voire des années pour écouter les gens et entendre que derrière une souffrance absolument réelle, absolument légitime, il peut y avoir une autre souffrance qui ne dit son nom que sous cette forme-là. Alors c'est problématique aussi quand ça concerne de très jeunes enfants. On a vu le cas de Lily récemment, cet enfant transgenre très jeune qui s'est exprimé sur les plateaux de télévision. Alors que faire face à une très jeune enfant qui dit à ses parents aujourd'hui je suis plus une fille, je suis un garçon, je ne suis pas bien dans mon corps. Comment doivent et peuvent réagir les parents sans risquer aussi de provoquer un éloignement de leurs enfants? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Sans risquer de prendre un éloignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire céder à ce que dit un enfant à un moment donné de son évolution, de peur qu'il s'éloigne de vous. En fait, il s'agit d'accueillir cette parole, mais de l'accueillir comme une parole qui est une parole expérimentale. Tous les enfants, à un moment donné, se rêvent dans un autre corps que le leur, dans un autre type de jouissance du monde que la jouissance qui appartient au sexe dans lequel ils sont nés. Donc il s'agit de l'accueillir, mais pas de le conforter, pas de le prendre au pied de la lettre. Il s'agit de se dire, bon, ben voilà, il passe par cette étape. Quelquefois, c'est presque ludique. C'est une tentative que fait l'enfant. Qu'est-ce qui se passerait si, étant né garçon, j'étais une fille, donc je me déguise, par exemple. Je prends les habits de ma sœur, je prends les habits de maman. Et puis ça passe à autre chose. Quand un enfant dit qu'il veut quelque chose, qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est, on peut l'entendre, on peut jouer avec lui de cela, mais l'enfant a besoin de savoir que nous, en tant que parents, nous pensons qu'il est né garçon et donc c'est un garçon, elle est née fille et donc c'est une fille. Ça n'empêche pas de se donner une certaine latitude, une certaine liberté et de lui donner à lui la possibilité d'imaginer qu'il est un autre pendant un certain temps jusqu'à ce que petit à petit les choses redeviennent
dans l'acceptabilité de ce que Françoise Dolto appelait l'allant devenant dans le génie de son sexe. Bah, c'est quand même une souffrance pour 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 un jeune enfant, justement, qui dit qu'il veut changer de sexe. Quel type de souffrance peut avoir un enfant, par exemple, de 4-5 ans? C'est une souffrance, bien sûr que c'est une souffrance, mais encore une fois, toute souffrance ne légitime pas n'importe quel passage à l'acte. Donc c'est une souffrance qui est exprimée et qui doit être reçue, qui doit être entendue, surtout si elle est intense. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui a déterminé cette souffrance. Ouais. D'où vient cette souffrance? Est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient en propre? Ou bien, par exemple, est-ce qu'il a entendu, malgré lui, sans savoir qu'il l'a entendu, que bien sûr il est né garçon, mais que son papa ou sa maman, plus souvent d'ailleurs sa maman, aurait souhaité qu'il soit une fille. On voit ça par exemple dans le film Guillaume et les garçons à table. La maman aurait préféré que Guillaume, c'est d'ailleurs ça apparaît dans le titre du film, aurait préféré que ce soit une fille et fait tout pour pousser son fils à se déguiser, à s'identifier à Sissi impératrice. Mais l'intervention de son père, on le voit dans le film, l'intervention de son père qui lui dit non, tu es un garçon, met fin à ce rapport extrêmement privilégié que Guillaume a avec sa maman et dit non, ben, garçon tu es et garçon je te reconnais comme tel. Mmh. Il peut s'en suivre que pendant un certain temps, l'enfant en veuille à ses parents, ne soit pas content de la décision prise par ses parents. Mais l'expérience montre qu'au bout de quelques années, il leur est extrêmement reconnaissant de ne pas avoir cédé à son imaginaire et d'avoir accepté la réalité telle qu'elle est. Le grand désarroi des En fait, la parents. peur des Ouais, parents, allez-y. ouais, la peur des parents de ne plus être aimés par leur enfant détermine souvent des situations catastrophiques. Alors, on a pu lire, notamment sur le Figaro, ce titre, Le grand désarroi des parents face aux ados qui veulent changer de sexe. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'un parent peut être condamné par refus que son enfant se fasse mutiler, entre guillemets, par la chirurgie et la prise d'hormones. Et c'est ce qui s'est passé au Canada. Des parents ont été condamnés parce qu'ils ont refusé que leur enfant, change de sexe. Finalement, l'opinion des enfants aujourd'hui, à notre époque, semble avoir plus d'importance que celle des parents. C'est voilà la pensée de l'enfant roi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense la même chose que vous, apparemment, c'est-à-dire que c'est l'enfant roi. Or, l'enfant n'est pas roi. L'enfant est un sujet dans la famille, un sujet dans la société, un citoyen. Il n'a pas tous les droits, et donc certainement pas ceux d'un roi, c'est-à-dire en quelque sorte celui d'un dictateur de la famille. Alors, effectivement, au Canada, qui est toujours en avance, malheureusement, sur un certain nombre de questions, on a vu ce que vous venez de décrire, mais par exemple en Angleterre, où on a pratiqué à la Tavistock Clinic, qui est une clinique de référence pour beaucoup de psychiatres et beaucoup de psychanalystes dans le monde entier, la Tavistock Clinic a été fermée par décision judiciaire pour avoir abusé justement d'une écoute absolument idéologique de ces paroles d'adolescents et d'avoir prescrit, par exemple, des opérations, des mastectomies ou des prises d'hormones d'arrêt de la croissance, d'arrêt de la puberté, totalement abusives. Et aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, qui était un pays en pointe sur ces questions-là, c'est remis en question et un certain nombre de jeunes adolescents devenus des adultes se regroupent pour faire des procès à la Tavistock Clinic en disant nous n'avons pas été écoutés, nous avons été pris trop rapidement au pied de la lettre par des médecins idéologues qui n'avaient pas les moyens scientifiques de savoir quelles seraient les conséquences à long terme des décisions qu'ils prenaient. Mmh. Alors binaire, non binaire également, Yel, afficher ses prénoms de genre se banalise également dans la société, dans les multinationales, en Angleterre, dans les universités. On sait que cette année, le Conseil fédéral suisse présentera d'ailleurs un rapport sur l'introduction éventuelle d'un troisième sexe dans les textes juridiques, voire la suppression complète de l'enregistrement du sexe. Est-ce que c'est une confusion totale qui arrive selon vous? C'est surtout une erreur, comment dire, c'est une erreur scientifique gravissime de sexe. Pour autant qu'on le sache à l'heure actuelle, il y en a deux, même si marginalement, il y a disons, des possibilités d'indifférenciation sexuelle, mais globalement, dans la quasi-totalité des cas, il y a le sexe XX génétiquement féminin et le sexe XY génétiquement
masculin. Et on a beau changer les corps, on a beau enlever les seins, enlever le pénis, d'un côté, de l'autre, il n'en reste pas moins que XX reste XX et qu'une femme reste une femme et que XY reste un homme, quoi qu'il en soit. Alors, suppression des sexes après la suppression des mentions de père et de mère. Alors ça, c'est un autre cheval de bataille pour vous. Tout cela est évidemment aussi intimement lié aux questions de PMA, de GPA qui cristallisent énormément de tensions en France. Vous avez expliqué dans une interview à Psychologie que le problème n'était pas l'orientation des parents sur ce point, mais la filiation. Oui. Bah, effectivement, contrairement à ce que disent, les personnes qui sont pas d'accord avec moi, et il y en a beaucoup, heu, l ma question n'est pas celle de la défense d'une conception quelle qu'elle soit de la famille, mais de la possibilité d'une filiation. Et pourquoi je suis, très attentif à cette question-là? Parce que connaître sa filiation, savoir de qui, on est l'enfant, est un principe fondamental pour pouvoir s'insérer dans l'ordre du monde, dans l'ordre culturel du monde, dans le langage. J'ai pu observer, par exemple, que des enfants qui sont au fait très tôt de qui est qui dans la famille ont beaucoup moins de problèmes de mémorisation et d'apprentissage de la langue et de la lecture que ceux pour qui c'est flou, ceux qui ne savent pas qui est le grand-père, qui est la grand-mère, qui est l'oncle, qui est la tante, de qui c'est le frère, de qui c'est la sœur, etc. C'est important de savoir, de pouvoir remonter sa filiation quand c'est possible. Évidemment que les cas accidentels où ça n'est pas possible sont nombreux, parce que le père est mort, la famille a été déportée, par exemple, et n'est pas revenue, etc. Donc il y a des trous dans la généalogie, mais justement, ces trous accidentels nous apprennent qu'il n'est pas indifférent de ne pas pouvoir construire son histoire familiale à partir de sa filiation nommée le plus tôt possible. Or, quand on est né par exemple, d'un couple de femmes, ou quand on a été fabriqué à l'étranger par GPA et qu'on est élevé entre deux hommes, la filiation devient extrêmement complexe. Il devient très difficile, par exemple, dans le premier cas, de pouvoir dire qui est son père, et évidemment par définition, et le père est réduit à n'être qu'un spermatozoïde, ce qui est un très mauvais message pour l'ensemble de la société, parce que ça veut dire que finalement, un père, le message qui est envoyé, c'est de dire un père, c'est superfétatoire, on peut très bien s'en passer. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Winter, psychanalyste. Un sujet passionnant. Nous n'aurons pas le temps de développer davantage, mais bien sûr, on vous réinvitera pour en parler puisque c'est vraiment très intéressant. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J.